Bonjour, nous voici nouveau en direct pour ce nouveau numéro de Face à Face où aujourd'hui j'ai envie de vous présenter une nouvelle série sur le cancer. Alors peut-être que la deuxième je la ferai dans 2 mois, dans 3 mois selon mon planning. Mais j'ai juste envie aujourd'hui de vous choquer, mais également de vous donner beaucoup d'espoir dans la médecine alternative, tout en vous faisant mettre les points sur les i sur la situation actuelle de la médecine. Quand je raconte mes découvertes à mes amis, la phrase que j'entends le plus, c'est « Ah, mais si c'était vrai, ça se saurait ». Si chaque fois je devais toucher 1 euro, chaque fois que j'ai entendu cette phrase, je serais immensément riche. Et vous allez voir pourquoi. Aujourd'hui, on pense que, évidemment, le cancer est une maladie inguérissable. Il y a plusieurs thérapies contre le cancer. Je vous ai présenté quelqu'un d'extraordinaire. D'ailleurs, que quand j'ai monté, quand j'ai emménagé dans les nouveaux locaux de ma société, une des salles de réunion a été dédicacée à son nom. Elle s'appelle la salle Antoine Prioret. Le fait capital, ahurissant, que toute personne censée se refuserait à croire, et que pourtant, je vous affirme ici, être absolument réel, c'est celui-là. Il existe depuis 45 ans une machine pouvant produire un rayonnement électromagnétique qui guérit le cancer à coup sûr, que personne ne veut utiliser, et dont l'inventeur, donc Antoine Prioret, mourut dans l'amertume la plus totale, sans être parvenu à la faire agréer par la communauté scientifique, qui lui a bien mis des bâtons dans les roues, et les pouvoirs publics, qui s'en fichent complètement, puisqu'ils sont la solde des uns des autres. Alors, Antoine Prioret est né le 10 avril 1912 à Trieste, en Italie. C'est un Italien. Il a suivi des cours à l'école d'électricité Alexandre Volta. Et il devient, quelques années plus tard, il est sorti ingénieur à l'école supérieure électronique de Bologne. Durant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il était officier radariste dans la marine italienne, le lieutenant Prioret est envoyé en Albanie, où il doit remettre en état de marche une centrale électrique défaillante. C'est alors qu'il fait une constatation très surprenante. Il s'aperçoit que des oranges qui ont été oubliées pendant plusieurs semaines à proximité d'un champ électromagnétique ne présentaient aucune moisissure et sont demeurées parfaitement consommables, alors que d'autres, qui étaient beaucoup plus éloignées, étaient complètement pourries. Et cette observation ne va plus cesser de hanter son esprit au cours des années suivantes, et elle aura pour effet d'orienter toute sa destinée vers l'étude persévérante des effets des champs magnétiques. Après la pomme de Newton, l'orange de Prioret. Par les vicissitudes de la guerre, il arriva en France, près de Bordeaux. Il y resta. Tout le reste de sa vie s'installa à Floirac. Et là, il va monter sa première machine. Et comme il est sympa et qu'il travaille et qu'il aide tout le monde, il fait ça tout ça bénévolement. Des policiers, des techniciens, des militaires de haut grade vont se mettre en quatre pour lui procurer du matériel dont il a besoin. Et Jacques Chaban-Delmas lui-même, l'emblématique maire de Bordeaux, va devenir l'un de ses plus fidèles amis et soutiens. Vous voyez, même avec un soutien de ce poids-là. Et donc, il fait beaucoup de tests, au début évidemment sur les plantes. Alors, son premier matériel d'expérimentation concerne des graines de lentilles qu'il met en germination. Certaines qui passent sous sa première machine, d'autres pas. Et là, on voit
un résultat absolument extraordinaire, que celles qui ne sont pas passées dans sa machine ne dépassent pas une longueur de 5 cm, hein, tandis que les autres ont déjà une hauteur de 12 à 15 cm. Donc la première conclusion, c'est que le rayonnement émis par la machine favorise et accélère la croissance des tissus végétaux. Donc il a fait plusieurs expériences de ce type-là, parce qu'il était très minutieux, hein, sur des fleurs, des tulipes, et ainsi de suite. Il donnait toujours le même résultat. Là, ça m'a fait tilt, hein, parce que on a un petit peu les mêmes résultats quand on les met sous pyramide, hein, parce que j'aime bien faire des analogies des expériences. Et évidemment, ensuite, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une rencontre importante avec un vétérinaire qui lui a parlé des écrits qui avaient été faits en 1928 par Charles Laville. Le cancer des rangements électriques, c'était ses recherches. Et ce vétérinaire suggère a priori d'examiner avec son galvanomètre un bœuf atteint d'un cancer, et a priori s'aperçoit qu'il n'obtient pas de réponse électrique du tissu cancéreux. Berlureau, ce fameux vétérinaire, lui parle alors justement de toutes ces théories de Laville, et pour priori, c'est l'illumination. Car le rayonnement de sa machine augmente la réponse électrique des tissus qui lui sont soumis. Donc, à partir de là, il oublie la pousse des végétaux et leur conversation, leur conservation, et il n'a plus qu'une idée en tête, guérir le cancer. Et là, ils font des tests avec des rats. Des rats qui sont atteints d'un cancer incurable avec de fortes métastases. Il les guérit tous. Donc là, c'est hurrah, ils sont très contents. Mais maintenant, bientôt, bah oui, il faut savoir si ça marche aussi sur le cancer humain. Et le hasard fait que très peu de temps après, un Bordelais qui souffre d'une infection de la gorge, on lui a détecté un cancer du larynx, donc le toubib lui dit allez hop, va te faire opérer, mais lui s'aperçoit que il pourra plus parler, même s'il pourra vivre, donc ça lui plaît pas. À Bordeaux, comme à Floirac, dans cette ville, Antoine Priori avait commencé à se faire connaître pour ses expériences. Et lui a dit moi je vais essayer. Et 2 mois plus tard, il était complètement guéri. D'accord. Sans aucune dégénérescence, sans aucune métastase, rien. Et là, ça a été le premier succès donc du magicien de l'électromagnétisme. Et donc, il a dû se dire, ça y est, j'ai réussi à vaincre le cancer. On va construire cette machine, quoi. Oui, mais sauf que ça se passe pas comme ça, quoi. Il faut passer par l'Académie des sciences, des experts, des contre-expertises. Il y a des discussions orageuses à l'Académie des sciences qui ne débouchent sur rien. Sur rien. On tombe sur la nomenclatura médicale. Mais en 1955, Priori n'attend pas. Il est convaincu que la reconnaissance de son invention va être empirique, quoi. C'est-à-dire que quand il va montrer tous les cas de cancer qu'il soigne, de facto, on dira, oui, cette machine soigne le cancer, ça tombe sous le sens. Alors évidemment, il est obligé de faire ça clandestinement, parce qu'il n'a pas de diplôme, il n'est pas médecin, donc il peut pas faire de la publicité en disant je soigne, parce que sinon, tout de suite, on le met en prison. Mais le bouche-à-oreille, c'est d'une puissance phénoménale, le bouche-à-oreille. Et les gens viennent, les malades viennent, et ils les soignent.
Et il établit des analyses et des dossiers ultra complets sur chacun d'eux, quoi, justement pour pouvoir avoir les preuves de l'efficacité de sa thérapie. Alors, je ne sais pas combien il en a accumulé, hein, mais des centaines de dossiers, sans parler des lettres innombrables qui arrivent de partout dans le monde pour prendre des rendez-vous, car évidemment, ça commence à se savoir. Mais on lui propose même un peu partout des sommes folles, hein, pour venir s'installer au Canada, pour venir s'installer en Suisse, pour venir s'installer aux États-Unis, financer, lui donner des financements. Mais lui, il s'en fiche. Il est attaché. Autant il n'a jamais pris la nationalité française, il était toujours resté italien, autant il se considérait comme un Bordelais, quoi. Il avait été accueilli, adopté dans cette ville, il s'y sentait chez lui, il ne voulait pas bouger, et il voulait faire profiter, il voulait les remercier de l'accueil qu'ils lui ont fait après la Seconde Guerre mondiale et de l'aide qu'ils lui ont donnée pour monter sa première machine. Et donc, il a rejeté toutes les offres. Il a passé sa vie à soigner gratuitement, clandestinement, des cancéreux. Alors, on passe toutes les notes à l'Académie de médecine. Toutes les publications sont refusées. Hein. Ah là, comment ça? Un petit électricien qui soigne le cancer, vous plaisantez, la médecine est une chose sérieuse, messieurs et madame. Ah bon, il les soigne? Ouais, bon, ça doit être une erreur. Alors, en 1981, quand même, l'amiral Pierre Emery, conseiller scientifique auprès de la présidence de la République, découvre l'affaire Prioret. Et il dépose le 31 janvier sur le bureau du président, donc Valéry Giscard d'Estaing, une note indiquant qu'il estime pour sa part qu'il s'agit vraisemblablement de la plus importante découverte médicale et scientifique du siècle. Il demande carte blanche pour s'occuper du dossier. Et il a le feu vert de Giscard. L'amiral Emery demande à l'Académie des sciences de préparer un protocole expérimental qui sera confié pour exécution au service scientifique de l'armée. Les cancérologues de l'Académie font évidemment traîner les choses en longueur. Il leur faut 3 mois pour réunir une simple petite commission. Ils veulent ensuite élaborer un rapport de synthèse de l'affaire. Le professeur Jean-Bernard, le fameux professeur Jean-Bernard, se propose pour sa rédaction. Il part en emportant le dossier et ne le ramènera pas. La commission est enterrée avant d'avoir fonctionné. Le 10 mai, François Mitterrand est élu président de la République. Giscard quitte l'Élysée. L'amiral Emery part en retraite. Un nouveau dossier est envoyé à Jean-Pierre Chevènement, nouveau ministre de la Recherche. Celui-ci semble décidé à agir et il exige que l'Académie des sciences remette son rapport. 1982, on est le 23 mars, la commission de l'Académie, toujours présidée par Jean Bernard, remet un rapport de 23 pages. Ouh là là. Et la commission qui avait tous les dossiers en main a mis 10 mois pour rédiger 23 pages. Ouais. Chevènement enferme le rapport dans un coffre et refuse de le montrer à qui que ce soit, même aux principaux intéressés. Voilà. En 83, devant l'insistance de certains, on obtint enfin le document. Et on constate avec effroi qu'avec les nombreuses expérimentations probantes, ne sont même pas mentionnées et que le rapport démolit complètement le dossier Prioret. Non sans mentionner toutefois en deux lignes, que le rayonnement de Prioret a un effet biologique incontestable, ce qui n'a aucune signification. Antoine Prioret, au comble de l'écœurement, meurt 8 jours plus tard, âgé de 71 ans. Il en avait 38 lorsqu'il construisit sa première machine. Jacques Chaban-Delmas disait à propos de l'affaire Prioret, ce n'est pas une affaire, c'est un western. Pierrette Château, Renaud, du CNRS, qui travaillait longtemps avec l'appareil Prioret, affirmait il y a 2 clans. Il y a ceux qui ont utilisé la machine et constaté les résultats, et les autres qui ne peuvent pas dire ça ne marche pas, puisque ça a marché, mais sont viscéralement contre. Alors,
Pourquoi contre? Ben, évidemment, une machine qui soigne le cancer. Quelle faillite pour l'économie, vous imaginez un petit peu? Voyez, regardez tous les centres anticancéreux tout autour de chez vous. Du jour au lendemain, plus rien. Les chimios, une injection de chimio, 1500 à 6000 euros l'injection, 99% de marge. Fini. Une économie détruite, des centres qui ferment. Mais on va regarder ensemble une petite vidéo pour vous montrer un petit peu cette machine et un peu l'ambiance de l'époque. Vidéo. Nous avons un inventeur qui construit une machine à rayonnement électrique et électromagnétique capable de guérir les tumeurs cancéreuses, qui le prouve, avec le concours de médecins, de scientifiques, etc. Et non, ça ne sort pas. C'est resté dans les limbes. Et on n'y croit pas. Quand on prend connaissance de cette affaire, on est saisi. Ça n'est pas possible. Eh bien, c'est possible. La preuve, c'est même arrivé. Et ça mérite donc de faire un retour en arrière sur cette destinée extraordinaire et tragique, en fin de compte, de Prieuré. C'est ici que l'on a soigné et peut-être guéri le cancer il y a déjà plus de 25 ans. Mais revenons en 1973, lorsqu'Antoine Prior a réussi à convaincre les industriels et les plus hautes autorités de l'État de construire cette gigantesque machine chez lui, dans la banlieue de Bordeaux à Floirac. Car c'est justement à Bordeaux que se passe cette histoire, au temps où Jacques Chaban-Delmas était Premier ministre. Il est déjà un ami d'Antoine Prior et il est aussi de ceux qui croient en son génie. Il faudra plus de 2 ans pour réaliser la plus grosse des machines à guérir d'Antoine Prior. Elle sera construite avec l'aide de l'État. Elle a coûté plus de 3 millions de francs de l'époque. Mais cette mystérieuse machine sur laquelle allaient courir les histoires les plus troublantes, quelle était-elle exactement? La voilà, telle qu'elle avait été conçue dès 1957 par Antoine Prior, qui la présente ainsi. En haut, nous avons le radar, qui faisons comme les hyperfréquences dessus. Ici, en haut, nous avons un radar de réserve en cas de panne, et nous mettons avec un guide d'onde dessus, que nous déplaçons avec 4 vis, c'est facile. Ici, il y a un champ magnétique traditionnel et une autre à l'intérieur horizontal. Et ici dessous, il y a la lampe qui est sorte, que nous mettons le sujet dessus des animaux ou d'autres choses, comprenez, pour faire d'expériences. Si les explications d'Antoine Prior ne sont pas faciles à comprendre, voici le schéma de la machine. Et c'est la première fois que le principe de l'appareil Prior est ainsi révélé au grand public. Il s'agit d'une très grosse lampe à anode tournante dans laquelle on a fait préalablement le vide et qui reçoit des émissions radio et radar dans les hautes et hyperfréquences, tandis qu'un champ magnétique puissant agit sur la lampe. Il en résulte un plasma froid qui constitue ce que l'on a appelé le rayonnement Prior. Toute l'installation doit être protégée par une cage de Faraday qui arrête les rayons parasites. Plus de 14 paramètres différents doivent ainsi être maîtrisés pour obtenir l'effet du rayonnement d'Antoine Prior. Il est trop complexe, c'est trop compliqué. Il faut qu'il assiste ici avec moi, des mois, pour comprendre le fonctionnement de l'appareil. Parce que l'appareil est très complexe, très compliqué, et est impossible d'apprendre comme d'un jour à l'autre. Avec Prior, et dès 1963, la machine fonctionnait et de véritables expériences contrôlées allaient amener le professeur Marcel Rivière de l'Institut du cancer de Villejuif à intervenir. Alors, je me suis demandé si on ne pouvait pas amplifier cet effet. Et j'ai demandé à ce moment-là à Prior d'augmenter la puissance de son appareil. Bien entendu, dans cet appareil, il y a un certain nombre de facteurs, un certain nombre de paramètres. Et un des plus simples, celui sur lequel vous pouvez le mieux jouer, c'était les champs magnétiques. Les premières expérimentations qu'il avait faites étaient faites avec un champ magnétique de 320 Gauss. Il a augmenté ce champ magnétique jusqu'à 600 Gauss. Et là, dans une nouvelle série d'animaux
que nous lui avions envoyé, tous les animaux sont revenus à Villejuif guéris, sans tumeur. Et on arrive alors au cas d'un monsieur Gaston R, qui est, dont le médecin diagnostique une tumeur du larynx, qui d'ailleurs prend tout de suite, dès que le diagnostic est certain et que c'est confirmé, prend rendez-vous pour son patient pour une opération dans les jours qui suivent, mais le patient n'est pas d'accord parce que c'est une opération mutilante, et il consulte un autre médecin qui a entendu parler de ce que fait Prieuré et qui lui dit « Allez donc, faites d'abord un essai avec la machine de Prieuré ». Et le Gaston R en question soumet cette tumeur à la machine Prieuré. 2 mois plus tard, on fait les analyses, il n'y a plus de tumeur, il n'y a plus de cancer. Alors à partir de là, Prieuré, qui est, j'allais dire naïf, mais enfin il n'est pas plus naïf que n'importe qui, c'est un homme de bon sens, et comme vous et moi, il se dit, bon ben ça y est, on le sait, ça guérit, allons-y, il y a des tas de gens qui souffrent, qui meurent, n'attendons pas plus longtemps. Et bien sûr, il comprend que lui disent naturellement ses amis, il faut tout de même que ce soit reconnu par la communauté scientifique. Bon, oui, mais ça, pour lui, c'est une formalité. Ça n'a pas d'importance. Bon, ça peut officialiser les choses, ça peut favoriser certaines démarches, mais la machine est là, elle fonctionne, elle prouve qu'elle guérit. Guérissons. Ce sera les meilleures preuves. Bon, inutile de vous dire qu'il rêve, ça marche pas du tout comme ça. Moi-même, et bien entendu, encore plus, M. Courrier, secrétaire perpétuel de la Fédération des sciences, nous avons essayé de contacter un certain nombre d'organismes qui sont, je pense, faits pour ça. Un certain nombre de personnalités également. Organismes, eh bien, ça a été l'INSERM, ça a été le CNRS, ça a été la DGRST. J'ai réussi un jour à avoir un rendez-vous chez le ministre de la Recherche du moment, qui était M. Palevski. Je me souviens, nous sommes arrivés un jour avec Prieur, à un magnifique bureau donnant sur la Concorde. Là, j'ai exposé pendant une dizaine de minutes ce que nous avions fait du point de vue expérimental. Monsieur Palevski m'a écouté. Je voyais que d'une part ça le gênait, puis ensuite ça le dépassait un peu, disons-le franchement. Alors au bout de 10 minutes, je me suis levé, Prieur également. Le ministre, bien entendu, nous a félicités. Il nous a dit que, bien sûr, c'est très intéressant et qu'il allait essayer de faire ce qu'il pouvait. Bien entendu, rien n'est sorti de toutes ces consultations. Et je dois dire que, dans le fond, il faudrait que le délit d'inaction soit un délit que l'on considère, même d'un point de vue politique. Or, il faut bien dire que c'est rarement le cas. Prieuré, lui, se dit, bon, tous ces savants, ils font ce qu'ils voudront, moi, je soigne. Et il soigne. Par la rumeur, des gens viennent le voir, et il soigne des gens, et il les guérit. Et pour lui, finalement, c'est le principal. Le reste, ça fera ce que ça voudra. Alors, naturellement, il voudrait, en outre, que l'on construise des machines Prieuré. Il voit déjà un retentissement mondial. Il faut dire d'ailleurs qu'en effet, beaucoup de gens de l'étranger vont s'intéresser à cette machine Prieuré. Le journaliste Jean-Michel Graille du journal Sud-Ouest va faire de grands articles là-dessus, des journaux britanniques également. Bon, il va y avoir bientôt une notoriété de cette machine Prieuré. Nous, thérapeutes, tout au moins ceux d'entre nous qui s'intéressent à la thérapeutique des maladies, qu'est-ce que nous faisons en général? Nous essayons, depuis Pasteur, de découvrir par exemple dans les maladies transmissibles l'agent pathogène, le microbe responsable de la maladie. Ensuite, nous utilisons des médicaments qui ont pour but de détruire
le microbe, le parasite, le virus. Au contraire, grâce à Prieur, nous nous rendons compte que l'organisme humain ou animal est capable par lui-même de lutter contre ces maladies, mais à une condition. Et c'est grâce à Prieur que nous l'avons constaté, que l'organisme soit placé dans un environnement physique, ici un environnement électromagnétique et magnétique, qui permet à l'organisme d'utiliser tous ses moyens, et même, grâce à ces rayonnements, ces moyens de défense de l'organisme sont amplifiés et accélérés. Je continue d'espérer que certains scientifiques continuent à travailler sur le problème et vont peut-être un jour ou l'autre sortir quelque chose qui va obligatoirement être reçu, mais on n'a aucune garantie de ça. Et je dirais en plus qu'il y a un obstacle supplémentaire. C'est qu'à partir du moment où une invention de ce genre, qui a fonctionné pendant des années, semi-clandestinement, mais n'a pas été officiellement reconnue, personne ne peut plus y croire. Il y a cette grande naïveté qui est dans l'opinion publique, qui est de dire la fameuse formule, si c'était vrai, ça se saurait. Qui est vraiment le comble de la candeur, parce que une vérité dérange toujours quelqu'un, et dérange parfois beaucoup de monde. Et il n'y a absolument aucune garantie qu'une vérité soit connue simplement parce qu'elle est une vérité. Il y a même au contraire de fortes raisons pour que tout soit fait pour qu'elle n'apparaisse pas. Donc dire si c'était vrai, ça se saurait, c'est complètement idiot. Peut-être qu'il faudrait dire au contraire, c'est parce que c'est vrai que ça ne se sait pas. Et on pourrait reprendre ça sur beaucoup d'inventions, notamment tous les problèmes de l'énergie libre, des moteurs à eau ou à hydrogène, etc., où on sait qu'on a trouvé des choses formidables et qui sont rigoureusement étouffées. Voilà. Petite note d'espoir. Je suis pas là, vous savez, moi, mon truc, hein, c'est pas vous faire peur ou quoi que ce soit, vous dégoûter. Là, c'est juste vous choquer. Hein. La note d'espoir, c'est que la phrase de Tesla, la fameuse phrase de Nikola Tesla, si vous voulez percer les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration, bon, on y est là. Il y en a qui font la même chose que Antoine Prioret. Ils le font avec des dons à eux. Parce que certains peuvent agir. Tout est dans les vibrations et les fréquences. Donc, je vous présenterai petit à petit d'autres personnes. J'ai 3 salles de réunion. Donc, je les ai toutes nommées d'un nom différent. Je vous les ferai découvrir. Le bâtiment, lui, s'appelle Nikola Tesla. Comme ça. C'est fait. Donc, vous avez vu une machine qui soigne des cancers incurables avec des métastases a existé. S'il y a des riches mécènes parmi vous, ben, vous pouvez encore vous procurer. Il y a 3 exemplaires de cette machine. La petite, la moyenne et la très grande qu'il a fabriquée. Vous l'avez vu dans le reportage. Certes, il va falloir des mois pour comprendre comment ça fonctionne, mais ça vaut le coup. Hein, s'il y en a un qui est prêt à relever le défi. Voilà, à la prochaine pour une autre émission. Bye bye, bisous.